Et bonjour à tous. Désolé pour les qualités audio et vidéo, mais n'étant pas spécialiste dans ce domaine, j'ai fait dans l'urgence avec ce que j'avais. Mais je vous livre cette vidéo quand même, parce que je pense que c'est important. Je voudrais vous parler de la fièvre et du Covid-19. D'abord, vous verrez deux extraits vidéo à propos du rôle de la fièvre dans les maladies infectieuses, puis des extraits que je commenterai, des extraits tirés de l'émission Le Magazine de la Santé, diffusée sur la 5 le 30 mars 2020. Les problèmes de l'ARN et de l'ADN des cellules, pour montrer le fonctionnement de tout cela. Et le professeur Wolf avait fait des travaux très intéressants pour montrer l'importance dans l'immunité de la température. Retenez bien ça, la température. Vous avez eu des publicités scandaleuses qui ont poussé les mamans, les papas, les familles, les adultes, les ados, dès qu'il y a la moindre fièvre, à prendre un antithermique. C'est une erreur, et vous allez le comprendre. Qu'est-ce qu'a démontré le professeur André Wolf? Eh bien, si vous prenez par exemple un enfant qui risque de développer une polio, qui est un entérovirus. La polio, ça passe par une eau qui a été salie, par une salade qui a été mal nettoyée et qui est passée par le tube digestif d'une personne et qui en a sur les mains et qui va vous le mettre dans la salade et votre gosse ou vous-même, vous allez consommer le poliovirus. Bon, il y en a trois, 1, 2, 3, maintenant c'est surtout le 1 et le 3 qui sont présents. Mais ce qu'a démontré André Pomme, c'est ceci. Quand le poliovirus arrive dans votre corps, c'est un entérovirus. Bien, il va y avoir une réaction immunitaire. Quelle est la première réaction immunitaire de la fièvre? Vous allez monter à 39, vous allez monter à 40. Alors là, on vous affole. Et le grand danger, c'est qu'on vous fasse baisser la température. Pourquoi? Parce que si votre température monte à 39, vous détruisez les poliovirus. Ils ne vont pas faire des petits, ils ne vont pas se multiplier, ils n'iront pas sur le système nerveux central, vous n'aurez pas de poliomyélite. Myélite, c'est la moelle épinière. Si par contre vous baissez la température, en la faisant tomber ne serait-ce qu'à 37,8, 38, eh bien le virus va se multiplier. Vous voyez cet exemple, il est absolument manifeste, il est extrêmement intéressant pour vous dire que quand votre enfant ou quand vous-même vous faites de la température, dites pas je suis malade, dites mon système immunitaire est en train peut-être de me sauver la vie. Vous voyez? Alors, je ne vous dis pas de monter à 41 degrés, mais vous pouvez monter jusqu'à 40 et 40,5. Pour un enfant, il faut faire attention, il faut surveiller, prendre régulièrement. Bien entendu, c'est évident. Et s'il monte trop, il faut le refroidir cet enfant ou donner une toute petite quantité de paracétamol. Et encore, pour moi, il y a des abus considérables de paracétamol. Et le ministre, d'ailleurs, a très bien dit que, jamais d'ibuprofène, mais il n'a pas assez insisté sur le fait que je dirais presque jamais de paracétamol. Presque jamais de paracétamol. Laissez monter votre température, elle est en train de vous défendre. À toi, Jean. Voilà, j'ai coupé la parole à ce monsieur Jean parce que c'est très important ce que dit le professeur Joyeux là. En fin de compte, la fièvre, c'est une réaction naturelle du corps pour vous défendre, pour nous défendre. La fièvre, ça bloque la duplication des virus. Donc, ça permet au corps d'avoir le temps d'aller fabriquer des anticorps spécifiques à ce virus pour ensuite revenir l'éradiquer. Bon, le professeur Joyeux va plus loin, il dit même que ça tue les virus. Bon, là, je vous laisse faire des recherches là-dessus. Mais de toute façon, au minimum, ça laisse le temps de fabriquer les anticorps. C'est ça qui est important. Et alors, surtout pas de paracétamol. À moins d'arriver à 41,5 degrés ou un enfant 41 degrés, voilà, bien sûr, faire baisser la fièvre et encore, peut-être pas avec du paracétamol, hein. Rien que la transpiration, déjà, si on se découvre un peu, qu'on va dans une atmosphère un peu moins chaude, ça fait baisser la fièvre, hein. Donc,
Paracétamol, presque jamais, comme il dit, et il a raison. Il a raison. Voilà, donc on continue. Allez, ciao. Donc un dernier point important à propos du paracétamol. Comment vous allez faire pour, admettons, vous avez 41,5 de fièvre, et comment vous allez faire avec le paracétamol pour faire baisser la fièvre jusqu'à 39? C'est ça le danger du paracétamol. Vous allez prendre du paracétamol, vous vous sentirez mieux, vous aurez 36-37 degrés de température. Alors vous allez bouffer, vous allez reprendre vos activités, et puis pendant ce temps-là, le virus il se développe à fond la caisse. Et vous vous retrouvez avec des milliards de virus qui vont vous submerger, et direct hosto, réanimation. Donc là, il y a un problème. Et réanimation, si vous en échappez de la réanimation, parce que là aussi, il faut voir. Donc paracétamol, surtout pas. Transpiration un peu. Voilà. Donc plutôt que de prendre du paracétamol qui va amener une multiplication exponentielle des virus, et qui vous enverra au cimetière par la même occasion, là encore, choisissez les moyens naturels. Notre corps a un mécanisme merveilleux pour réguler la température, c'est la transpiration. Donc, si vous êtes à 41,5 degrés de température, ok, vous enlevez le pull vert, vous enlevez une chemise, vous laissez agir la transpiration dans une pièce un peu moins chauffée, et puis là vous pouvez mesurer toutes les 20 secondes ou toutes les 30 secondes, vous pouvez mesurer votre température, et arrivé à 39, vous arrêtez de la faire baisser, la fièvre. Parce qu'on sait qu'en dessous de 39, les virus vont commencer à se multiplier. Et arrivé à 37 degrés, ils vont y aller à fond la caisse. Donc, il faut y aller doucement. Et donc, je ne dirai jamais assez, pas de paracétamol. C'est simple, c'est évident. Allez, à plus. Voilà. Donc la prochaine vidéo qui arrive, c'est l'interview du professeur André Lwolf. Ça s'écrit L-W-O-L-F. Et donc, vous verrez, il explique très bien comment fonctionne notre système immunitaire. Et c'est pas pour rien que dans les années 60, il a obtenu un prix Nobel là-dessus. Sur le fonctionnement des virus, sur le fonctionnement du système immunitaire, etc. Mais je vous laisse regarder. La vidéo est un peu longue, 11 minutes, mais vraiment ça vaut le coup. Allez, à toutes. La première infection. La première infection, ça c'est un problème tout à fait différent. Parce que, en général, chez un animal qui subit pour la première fois une infection par un virus donné, le sort de l'animal est décidé avant qu'il y ait des anticorps dans le sang. Alors voilà ce qui se passe. Un animal est infecté par un virus, des cellules sont détruites, il se développe des lésions dans les tissus, dans les organes, et puis de deux choses l'une, ou bien l'animal infecté meurt, et dans ce cas-là pour nous il n'y a aucun problème, ou bien il survit. Et alors chez l'animal qui survit, n'est-ce pas, c'est tout de même une chose très curieuse et très intéressante, des cellules ont été détruites, il y a eu des lésions dans les tissus et dans les organes, et puis à un moment donné, la multiplication du virus s'arrête. Il s'agit de savoir pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que dans certains cas l'animal meurt? Pourquoi est-ce que dans certains cas l'animal guérit? Pourquoi est-ce qu'il se débarrasse de son virus? Alors c'est tout le problème de la virulence qui est posé. Est-ce que ça ne peut pas être les réactions de défense naturelles de l'organisme? Eh bien, les réactions naturelles de défense de l'organisme sont de deux ordres, les défenses spécifiques qui sont essentiellement les anticorps, et puis les défenses non spécifiques. Et je crois, pour moi, ce sont les défenses non spécifiques qui jouent un rôle très important, capital, dans l'évolution d'une infection virale primaire, d'une primo-infection par un virus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe schématiquement? Oui. Voilà un petit schéma. Vous avez ici un vaisseau sanguin
Et ici, une cellule nerveuse, un neurone qui a été infecté par un virus. Alors, la cellule va lâcher des substances qui vont entraîner une réaction inflammatoire. Il y aura d'abord élargissement du vaisseau sanguin, diminution de la vitesse du flux sanguin. Les leucocytes vont sortir du vaisseau et se diriger vers la cellule. Ils seront attirés par des substances émises par la cellule. Alors, ces leucocytes, ces globules blancs, vont s'accumuler autour de la cellule et là, il y aura un très gros amas. L'oxygénation se fera très très mal et il y aura un état d'anaérobiose, c'est-à-dire d'absence d'oxygénation, et le métabolisme de la cellule sera anaérobie. Il y aura défermentation, il y aura production d'acide lactique qui ne sera pas évacué, il y aura production de gaz carbonique qui ne sera pas évacué non plus, et le pH, c'est-à-dire l'acidité, va baisser, le pH va baisser, il y aura une très grande acidité qui empêchera le virus de se développer. Un étouffement, en somme, une asphyxie. C'est en somme une asphyxie, oui, une asphyxie. Et alors, il y aura un autre phénomène très important, c'est que les leucocytes qui sont très tassés vont mourir, un certain nombre vont mourir, et alors ils vont lâcher des substances pyrogènes qui provoquent de la température, qui provoquent de la fièvre. Ces substances pyrogènes sont des protéines qui agissent sur le système nerveux central, qui détraquent le mécanisme de régulation, et il va y avoir de la fièvre. Et puis il y a aussi autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le métabolisme anaérobie, la fermentation, produit beaucoup de calories, il y a production de chaleur qui n'est pas évacuée, et il y aura aussi une réaction hyperthermique locale. Il y aura donc une augmentation de température locale due aux calories qui ne sont pas évacuées, et une augmentation de température générale qui est la fièvre. Est-ce qu'on peut montrer le rôle que joue la fièvre, la température, dans le développement du virus? Oui, on peut montrer le rôle que joue la température dans le développement du virus par une expérience très simple. On prend des lapins et on prend 3 lots de lapins. Les uns sont laissés à 0 degré, les autres à 20 degrés, les autres à 36 degrés. Des lapins sains ou des lapins? Des lapins sains, des lapins sains. Alors, la température rectale de ces lapins sains placés à 0 est de 38. Ceux qui sont à 20 degrés à température, disons, normale, moyenne, est de 39 degrés. Et les animaux qui sont placés à 36 degrés ont une température rectale de 40 degrés. Alors, ces lapins, ces 3 lots de lapins, on va maintenant les injecter avec le virus du myxome. Vous savez, c'est un virus très célèbre, puisque c'est avec ce virus qu'on a détruit les lapins en Australie. Virus très pathogène pour le lapin. Alors, on constate que chez les animaux placés à 0 degré, la mortalité est de 92%, elle est seulement de 63% chez les animaux laissés à 20 degrés et de 30% chez les animaux laissés à 36 degrés. Donc il y a une différence de température d'1 degré ici par rapport à la moyenne, et vous voyez que cette différence de température d'1 degré entraîne des différences considérables de la virulence apparente du virus, c'est-à-dire du sort de l'animal infecté. Oui, c'est très extraordinaire comme... C'est très extraordinaire, et pour rendre les choses peut-être plus frappantes, voici ici 2 lapins qui ont été injectés avec la même dose de virus du myxome. L'un a été placé à 36 degrés et vous voyez qu'il a une petite escarre, il a l'air en très bon état, il va guérir. Et celui-là a été placé à 4 degrés. Je crois que même quelqu'un qui n'a jamais vu un lapin peut se rendre compte que cet animal ne semble pas tout à fait normal. Il est même très, très malade et il va mourir. Alors ça, c'est une expérience très frappante. Vous voyez, la différence, une petite différence de température peut donc modifier l'évolution de l'infection virale. S'il y a de la fièvre, l'infection virale guérit. S'il y a un peu d'hypothermie, s'il y a une température inférieure à la normale, l'animal meurt. Ce rôle de la température, est-ce qu'on peut le comprendre au niveau de la cellule? Oui, on peut comprendre ce qui se passe. Et si on veut comprendre le rôle de la température sur l'infection virale, il faut nécessairement étudier le développement du virus dans des cellules cultivées, in vitro, cultivées dans des tubes à essai. Alors, ça vous représente, cette courbe représente le développement du virus de la poliomyélite, du poliovirus, à 2 températures différentes, à 37 degrés d'une part, et d'autre part à 40 degrés. Ces chiffres-là, cette échelle, ce sont des logarithmes, c'est-à-dire que ici, ça représente 100 000 particules, 1 million, 10 millions, et vous voyez qu'à 37 degrés, on a obtenu 10 millions de particules virales, alors qu'au contraire, à 40 degrés, le développement viral a été considérablement inhibé. On a environ 20 000, 30 000 particules virales.
Donc une augmentation de température chez des cellules cultivées et des cellules infectées par un virus entraîne une diminution considérable du développement viral. Alors, si on étudie ce développement viral, le développement viral en fonction de la température, vous avez là une échelle de température, 30, 32, 34, 36, 38, 40, on constate qu'il y a une zone de développement, une zone thermique optimale, celle à laquelle, par définition, le développement viral est maximum, et puis aux températures plus basses, il y a diminution du développement, et aux températures plus élevées, il y a également diminution du développement viral. Alors, nous allons, pour le moment, être intéressés surtout par cet effet des températures supraoptimales. Vous voyez ici que quand on passe de 36 à 38 degrés 5, on a une diminution de 90% du développement viral. Ici c'est 100, ici c'est 10. Donc une petite différence de température de 2 degrés entraîne une différence considérable du développement du virus. Quand vous dites optimal, il s'agit d'optimal pour le développement du virus et pas d'optimal pour le malade. Naturellement. Au contraire. Pour le développement du virus, nous sommes ici dans des cellules, nous avons affaire à des cellules infectées in vitro. Cet effet de la température sur le développement du virus, on peut le voir comment ça se passe, non? Oui, alors l'hypothèse la plus simple, c'est évidemment que la température élevée agit chez le lapin comme elle agit dans les cellules cultivées in vitro. Et en effet, quand on étudie la virémie, c'est-à-dire le nombre de particules virales que l'on trouve dans le sang d'animal infecté, on constate qu'à 37 degrés, il y a très peu de virus dans le sang, alors qu'au contraire, à 3 degrés, il y a une concentration très importante de virus dans le sang. Le virus se développe beaucoup plus rapidement et l'infection dure beaucoup plus longtemps. Et à 20 degrés, on a une courbe intermédiaire. Enfin, si vous regardez ces deux courbes, vous voyez que chez un animal à 37 degrés, il y a beaucoup moins de virus que chez un animal à 3 degrés, et cela explique la différence du sort de ces animaux placés à différentes températures. Donc on aboutit aux mêmes constatations en laboratoire et sur l'animal. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène général? Oui, il s'agit d'un phénomène très général. Voici quelques exemples. On peut faire des expériences du même type chez la souris. On place des lots de souris respectivement à 4 degrés, à 20 degrés et à 36 degrés, et on constate que leur température rectale est de 36 degrés 5 pour les souris à 4 degrés, de 38 pour les souris à 20 degrés et de 39 degrés 5 pour les souris à 36 degrés. Donc une différence de plus ou moins 1 degré 5 par rapport à la température normale de 38. Alors si on injecte à ces souris divers virus, on constate que la mortalité sera très différente suivant la température interne de l'animal. Par exemple, avec une certaine souche de poliovirus qu'on injecte dans le cerveau, la mortalité sera de 40% à 36 degrés, de 100% à 20 degrés. Avec le vaccinia-virus, le virus de la vaccine, la mortalité sera respectivement de 11% à 36 et de 89% à 20 degrés. Et avec le virus Coxsackie, la mortalité sera de 1% à 36 degrés, de 10% à 20 degrés et de 100% à 4 degrés. Donc là encore, différence considérable suivant la température interne de l'animal. Mais il s'agit d'une constatation scientifique qui va tout à fait à l'inverse des idées reçues, puisque très souvent on parle d'abaisser la température pour guérir les maladies. Oui, l'hypothermie a été un moment à la mode, mais enfin pour ce qui concerne les virus, je crois qu'il n'en est absolument plus question. Oui, mais enfin on l'a fait, on y a cru. On y a cru, oui. Est-ce que maintenant au moins on sait que cette liaison entre la température et le développement du virus, à 1 degré près, a une telle importance? En général, on fait toujours tomber la fièvre. Donc, je ne sais pas si la fièvre n'est pas tombée, le reste ne peut pas remonter à la surface. C'est d'abord de prendre ma température et deuxièmement d'éviter les intempéries, de me relaxer, de me coucher et de prendre des antibiotiques s'il en est besoin. Je crois qu'on le sait, que les médecins commencent à savoir. D'ailleurs, vous savez, le bon sens populaire l'avait découvert depuis longtemps. Quand un malade avait une infection, on le mettait sous des édredons, on le faisait boire beaucoup de tisane pour le faire transpirer, augmenter la température. En somme, on revient au bon sens populaire. On revient au bon sens populaire, oui. On devrait y revenir. Voilà, maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le système immunitaire et le pourquoi il fallait absolument pas faire baisser la fièvre à moins
de dépasser les 41,5 degrés. On va voir ce qu'ils nous disent dans la fameuse émission Le Magazine de la Santé du lundi 30 mars 2020. Le virus peut entrer dans le corps par le nez, la bouche et les yeux. Les symptômes qu'il déclenche varient alors beaucoup d'une personne à l'autre. Mais dans plus de 80% des cas, l'intrusion du virus déclenche une réaction de protection qui se traduit par la fièvre. Elle essaye de rendre le corps hostile au virus en élevant sa température. J'ai pris ma température et j'avais 39,5. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais des vertiges, j'avais des crampes d'estomac. Ce qui m'a frappé, en fait, c'est la vitesse de propagation des symptômes et la virulence de la maladie. Cette fièvre consomme beaucoup d'énergie, ce qui peut être à l'origine d'importantes courbatures et d'une grande fatigue. Au début, j'allais juste faire une sieste et puis en fait, après, c'était dans la matinée, je me recouchais, l'après-midi, je me recouchais et c'est avec grand plaisir que je me recouchais le soir en défi. Voilà, là donc ils nous disent que l'intrusion du virus provoque une réaction du corps en élevant sa température, qu'elle essaye de rendre le milieu hostile au virus, mais ils ne nous disent pas qu'il faut absolument pas faire baisser la fièvre. Hein. Bon, déjà ils disent quand même que la fièvre c'est pour rendre le milieu hostile au virus. C'est déjà pas mal. Allez, on continue. Parfois, la présence du virus au niveau du larynx provoque une inflammation responsable d'une toux sèche. La toux, elle est non-stop des fois pendant 2 heures de temps. C'est une toux très sèche et très irritante. Et ça fait pas mal, mais c'est très handicapant. Et il y a des moments de calme. Et il y a des moments où ça vient vraiment en force et on a du mal même à reprendre la respiration. L'installation dans la sphère ORL peut entraîner une perte de l'odorat et du goût. La disparition de ces sens est parfois même le seul symptôme du coronavirus perçu par les patients. Elle est assez caractéristique. Alors le gros avantage, c'est quand je nettoie ma caisse des chats, ça ne me pose plus aucun problème. Par contre, c'est vrai que c'est très perturbant quand on fait son premier repas. Je me suis amusé hier soir à prendre une cuillère à soupe de moutarde et la manger. Je n'ai absolument pas eu cette sensation de picotement, de goût. Et alors du coup, ça pique un peu moins la cuisine parce que ça soit... Voilà. Là, ils nous disent que on a une risque de perte du goût et de l'odorat. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il ne faut absolument pas s'alimenter dans des conditions pareilles. Et écoutez, on a de la fièvre, on a plus de goût, on n'a plus d'odorat et on va bouffer. C'est quoi ça? Et en plus, ce qu'ils disent pas, c'est que la digestion, ça consomme beaucoup d'énergie et ça sera autant d'énergie en moins pour le système immunitaire pour faire son travail de fabriquer les anticorps et le reste. Donc là encore, une sorte de désinformation, il ne faut pas manger quand on est malade. Il faut se mettre à l'eau, au repos, au chaud et à l'eau. Voilà. Bon, allez, à plus. Enfin, au suivant. Le virus peut aussi entraîner un dérèglement au niveau des intestins qui se manifeste par une diarrhée. Je crois que c'est arrivé 3 fois, effectivement, d'avoir des diarrhées, mais qui ne s'expliquaient pas du tout, en définitive. Ça venait, ça durait une journée, une demi-journée, et puis... Tu m'étonnes qu'il y ait des possibilités de diarrhée. Le corps a autre chose à faire que de digérer les aliments. Donc, moi, ça me paraît tout à fait normal qu'il expulse les aliments en provoquant une diarrhée pour éviter le boulot de l'énergie d'assimiler les aliments. C'est toujours la même chose. Il ne faut pas s'alimenter quand on est malade. Allez, au suivant. Vous avez dit 13 jours, c'est exactement le cas de notre témoin. Dominique Novak, bonsoir. Rebonsoir.
Donc vous avez 49 ans, vous avez été contaminé au rassemblement protestant de Mulhouse, hein, c'était fin février, l'infection s'est manifestée par des maux de tête, puis ça s'est dégradé assez rapidement. Le samedi 7 mars, vous avez du mal à respirer, vous souffrez, les pompiers vous prennent en charge. À l'hôpital, quand vous arrivez, vous avez été très vite placé dans le coma. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bonjour. Avant de parler de moi, je voulais vraiment saluer les équipes médicales qui sont sur le pont jour et nuit, qui sont dévouées et qui font un travail fantastique. Donc quand je suis arrivé, en fait, j'étais en détresse respiratoire avec les deux poumons. J'avais déjà eu de la fièvre pendant plusieurs jours, entre 39 et 40 degrés. On avait pris du Doliprane en alternance avec de l'ibuprofène. On a su plus tard qu'il fallait pas le faire. Mais sur le moment, comme la fièvre ne baissait pas, on alternait les deux molécules. En tout cas, à l'hôpital, on m'a tout de suite transféré en service de réanimation, où on m'a placé en coma. Donc une première fois, j'ai été placé en coma du 7 au 16. Suite à un épuisement respiratoire, quand on m'a désintubé le 16, on m'a replacé dans un deuxième coma du 17 au 20. Alors là, lui, il a eu la totale, hein. Et le paracétamol et l'anti-inflammatoire. Voilà, et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ne s'arrête pas là-dessus pour dire que, bon, il ne faut absolument pas d'anti-inflammatoire, puisque c'est une réaction du corps d'inflammation qu'il ne faut absolument pas contrecarrer. Mais ils ne disent pas non plus qu'il ne faut pas faire baisser la fièvre. Là, le témoin, apparemment, son idée, c'est qu'il fallait absolument faire baisser la fièvre. Mais surtout pas. Et encore moins d'anti-inflammatoire. Voilà. Allez, au suivant. Médication. Autre question, si j'ai de la fièvre, est-ce que je peux prendre du paracétamol? Donc, est-ce que c'est la seule molécule qu'on peut prendre? Effectivement, c'est la seule molécule qui est recommandée en France. Scandale, la seule molécule recommandée. Bon, je veux bien admettre qu'il dit ça parce que il ne faut pas prendre non plus les autres molécules anti-inflammatoires et autres. Mais même le paracétamol, il ne faut pas en prendre non plus, pas du tout. C'est la voie ouverte à la multiplication de milliards de virus et une possibilité d'aller direct, éventuellement, en réanimation, parce que le corps sera submergé par les virus, et puis les poumons se remplissent d'eau, etc. Enfin bref. Donc, là aussi, des informations. Allez au suivant. Prendre immédiatement du paracétamol, est-ce que ça n'est pas un non-sens puisque la fièvre aide à lutter contre le Covid? Enfin, on y vient. Très bonne question de l'animatrice. Est-ce que c'est pas un non-sens de prendre du paracétamol puisque la fièvre est censée combattre le virus? On va voir ce qu'il va en répondre. Ça, c'est une excellente question. Est-ce que rester fébrile permet de diminuer la durée des maladies infectieuses? Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue Bruno Heun, mais on ne l'a jamais montré en tout cas. Et puis quand on a 42 fièvres en général, on ne se pose pas cette question. On prend du paracétamol parce qu'on a envie de baisser la température pour pouvoir vivre un peu. Scandale. Alors d'abord le mec il rigole comme si c'était une élève de la maternelle qui avait posé une question. Et ensuite, alors pour lui, on se pose pas la question, quand on a 42 fièvres, on est content de la faire baisser. Voilà, bon, ouais, pourquoi pas. On a envie de baisser la température pour pouvoir vivre un peu. Ah bah oui, mais là, ça va être vivre pas longtemps, là, dans cette histoire. Donc quand même, là vraiment, gros problème. En plus, il le dit en rigolant. Est-ce que le rester fébrile permet de diminuer la durée des maladies infectieuses? Et il rajoute après, en tout cas, on ne l'a jamais prouvé. Mais c'est un scandale, ça. C'est un véritable scandale. Il rigole en plus, le gars. Moi, je comprends pas. Là, il est en train d'envoyer des milliers de gens à la mort en balançant une fausse information. Et puis, il rigole. Comme si c'était une question bébête. Et il ajoute, quand on a 40 degrés de fièvre, on se pose pas cette question, on a envie de vivre un peu. Et donc faire baisser la température. Mais c'est scandaleux. Là vraiment, je suis abasourdi.
Eun, vous nous entendez? Oui, oui. Oui, on nous demandait donc si prendre immédiatement du paracétamol, c'était pas un non-sens puisque la fièvre aide à lutter contre ce Covid-19. Alors, je ne sais pas si c'est un non-sens, mais il faut bien savoir ce qu'on fait quand on prend du paracétamol. Il ne faut pas penser que ça va guérir la maladie. Ça ne traite que le symptôme douleur et le symptôme fièvre. Alors, si la fièvre est très importante, s'il y a de la douleur, ça peut aider à passer un cap, mais ça ne va avoir aucun effet sur l'évolution de la maladie. Maintenant, pour revenir sur la question, est-ce que la fièvre, la température élevée est favorable ou néfaste au virus? Il y a des données in vitro qui montrent que des températures élevées sont défavorables à la survie des virus en général. Ça a été montré dans plusieurs modèles virus. C'est probablement vrai aussi ça. Mais est-ce qu'avoir 38 ou 39 plutôt que 37, ça change grand-chose pour la survie du virus dans une infection chez l'homme? Ça, on n'en a aucune idée. Ah, alors là, le mec, il commence à dire qu'il a été démontré par des expériences in vitro. In vitro, ça veut dire dans des éprouvettes. Que les températures élevées sont défavorables à la survie des virus en général, et qu'il a l'air de dire que c'est probablement vrai pour celui-là. Et après, il nous dit que avoir 37 ou 38, ça ne change pas grand-chose au niveau du corps humain. Bon, bah, moi je trouve que c'est du grand n'importe quoi. J'ai pas de mots pour qualifier ça. C'est presque criminel l'histoire. Je comprends pas. Ouais, voilà. Comme je disais tout à l'heure, je suis abasourdi. Allez, j'en ai assez vu là. J'ai arrêté après. Il parle des vaccins et de tout le bazar. J'ai décroché parce que c'est pas pour maintenant en tout cas. Allez, à plus. Voilà. Là, je voudrais attirer votre attention sur une des courbes que nous a fournie le professeur Wolf dans les années 65. C'est la courbe du développement viral. Et on voit bien qu'arrivé à ici 36, 38, 40, arrivé à 39, 39,5, 39,6 ou 39,7, et le développement des virus s'arrête complètement. Donc nous n'en parlons pas à 40, terminé. Et probablement à 40, il commence à crever, mais bon, c'est une autre question. Mais toujours est-il que ça laisse le temps au corps de pouvoir fabriquer des anticorps spécifiques avant qu'il y ait trop de virus. Et ensuite, donc, de venir éradiquer les derniers survivants. Bon, une petite précision pour la vidéo qui suit, là, dans laquelle je dis que j'ai fait un jeûne de 21 jours à l'eau. Effectivement, j'ai fait un jeûne de 21 jours avec que de l'eau, mais c'était en 2006. Et après, j'avais une forme du tonnerre. Hein. Pendant 3-4 ans, j'ai eu une forme du tonnerre. Mais c'était en 2006. Depuis, il faudrait que je recommence. Allez, à plus. Voilà. Et donc, moi, je vais aller bosser dehors. C'est beau. Cette vidéo est terminée. Donc, vous aurez retenu que si vous avez de la fièvre, laissez-la monter au maximum jusqu'à 41. Bon, pour les enfants, arriver à 40-41, peut-être laissez-le un peu se rafraîchir, mais juste par la transpiration et pas plus. Évitez les paracétamol, évidemment. Et moi, je vous conseille, donc, en cas de fièvre, restez couché, quoi. Ou en tout cas, reposez-vous un maximum. Buvez que de l'eau, ne mangez pas. Il ne faut pas manger quand on a de la fièvre. C'est un contresens. C'est un non-sens, comme il dirait. On peut très bien passer 3 jours en buvant que de l'eau, hein, sans problème. Hein. Moi, personnellement, j'ai fait 21 jours de jeûne à l'eau. Et après, j'avais une forme d'enfer. Enfin bref, c'est un autre sujet. Toujours est-il que, n'oubliez pas, laissez monter la fièvre. Ne vous alimentez pas en cas d'atteinte virale. Et reposez-vous, c'est ça le plus important, c'est ça la clé. Et puis, écoutez pas trop tout ce qu'ils disent à la radio et partout, parce que
Bon, c'est vrai que le confinement, tout ça, bon, c'est important, puisque personne n'est au courant qu'on peut se débarrasser d'un virus en laissant monter un peu la fièvre. Alors évidemment, il faut confiner tout le monde. Mais il faudrait savoir pourquoi ensuite ils confinent personne. À mon avis, ils sont un peu plus en avance sur nous. Hein. Bon, mais c'est un long débat. Je vais vous laisser. Il fait beau dehors. Il y a des oiseaux partout. Enfin, autour de chez moi. Parce que c'est dans les bois. Bon, il y en a de moins en moins des oiseaux, mais bon, ça c'est général. Et puis, bonne santé à tous. Allez, ciao.